Est-ce que tout le monde... Voilà. Parfait. Est-ce que tout le monde m'entend correctement? Oui, Impeccable. Bonjour à toutes et tous. Donc, je me présente, Florent Goldblum. Je suis le directeur de chez RECO, qui est un centre de réemploi de matériaux de 10 000 pieds carrés à Montréal. On est dimanche, donc on est dans un cadre plus familier que d'habitude. Je ne suis pas au bureau, donc si pour une raison ou pour une autre, un chat ou un chien apparaît, je vous prie de m'excuser. Ça va avec la magie des conférences le dimanche. Voilà. Donc, ravi de vous rencontrer. Je vais vous présenter un document que j'ai réalisé pour vous pour ce rendez-vous aujourd'hui. L'important pour moi dans cette rencontre, c'est à la fois de vous présenter Rico en tant que tel, en tant qu'acteur majeur dans l'univers des matériaux de construction, mais bien aussi de vous suggérer d'intégrer de la façon la plus réaliste et ouverte possible la différence entre réemploi et recyclage. Le réemploi étant un moment, un stade qui arrive avant le recyclage. Pourquoi? Parce que c'est deux philosophies, deux approches différentes qui sont totalement complémentaires. Et en plus, ensuite, la parole sera à Brick Recycle, qui sont l'un de nos partenaires avec qui on travaille de concert. Donc c'est vraiment un très très beau rendez-vous. Voilà, donc je vais passer à la présentation, ça devrait être bon. Est-ce que vous voyez bien mon document? Oui, oui, c'est c'est bon. correct. Très bien, c'est parfait. Alors, donc, encore une fois, merci d'être présent. Donc, je vous présente RECO. RECO, c'est un centre de réemploi de matériaux qui a été lancé, ouvert officiellement le 13 novembre 2023, ici à Montréal. C'est un lieu public qui est ouvert à toutes et tous, particuliers comme professionnels. L'idée du plan aujourd'hui, c'était plutôt de vous présenter RECO en vous expliquant quelle est un peu la genèse de ce plan, pourquoi et comment ça a été pensé. Quel a été le cheminement? Qu'est-ce que c'est qu'être client ou donateur ou partenaire de Réco? Qu'est-ce que ça vous propose en tant que, non pas en tant que membre, mais enfin en tant que client? Voilà. Donc, normalement, ma slide devrait... Voilà, parfait. Donc alors, RECO, en fait, à la base, c'est une initiative qui a été lancée par Architecture sans frontières Québec. Architecture sans frontières Québec, qui est ni plus ni moins un OBNL, qui est l'Ordre des architectes du Québec. C'est-à-dire que moi, je fais partie d'Architecture sans frontières Québec. Nous avons un ordre qui existe, qui a été créé en 2008, et nous sommes la branche humanitaire. Nous intégrons différents programmes, à savoir la résilience climatique pour prémunir les bâtiments, malheureusement, du réchauffement climatique et de tout ce que cela implique, que ce soit les feux de forêt, que ce soit les inondations, la coopération internationale, l'habitat autochtone pour aider à la réconciliation, la solidarité urbaine pour aider à prémunir autant que possible et impliquer le milieu de l'architecture pour aider les gens qui sont en situation d'itinérance, et depuis quelques années, l'économie circulaire des matériaux de construction. Donc nous sommes une douzaine de collaborateurs, nous avons un CA et nos valeurs sont la justice, la solidarité, l'engagement et bien sûr le respect. Quand on parle de respect humain, mais aussi respect de l'architecture et des matériaux. Alors, je vous présente une slide, j'espère que tout le monde la voit, qui incarne très bien et très tristement le réemploi. Donc, avant de vous parler de l'image qui est sur la droite, le bilan, c'est qu'à l'échelle planétaire, le secteur du bâtiment est responsable de 30% des ressources extraites, des gaz à effet de serre et des déchets. L'épuisement des ressources, la pollution et les changements climatiques causent la détérioration croissante des habitats naturels et humains. Donc, pourquoi est-ce que j'ai choisi cette image qui est sur la droite? Alors, c'est une image qui est très symbolique et symptomatique de pourquoi le réemploi des matériaux de construction est utile et surtout nécessaire. C'est qu'indépendamment de la pollution que cela provoque, et souvent cette pollution elle n'est pas provoquée toujours pour des raisons évidentes, certains bâtiments, il est vrai, ne peuvent plus tenir debout, mais on voit sur cette photo quelque chose de très intéressant. Donc on voit une église qui est relativement ancienne, qui est en train de se faire complètement démembrer. Et si on regarde de près cette église ou ce qu'il en reste, on aperçoit donc des vitraux, on voit peut-être discrètement un petit peu de charpente, il y a de la tuile, on ne voit pas de la brique, mais il y en a certainement et qui a disparu. Donc en réalité, plein d'éléments et de l'ardoise et des gouttières et j'en passe. Donc en gros, vraiment, plein d'éléments
visibles et non visibles, car déjà détruits, qui peut-être, plutôt que d'être démolis d'un seul coup, auraient pu être déconstruits et qui auraient pu resservir, être réutilisés. Je tiens à rappeler que le réemploi des matériaux de construction existe depuis que le monde est monde et que n'étant pas un produit purement québécois, souvent dans mon pays d'origine, qui est la France, on prend l'exemple de la prison de la Bastille, qui est l'exemple de la Révolution française, où on se dit, mais qu'est-ce qu'elle est devenue cette prison de la Bastille, qui était le symbole de la royauté qui est tombée? Eh bien, elle a été démontée pierre par pierre et ça a entièrement servi à fabriquer des habitations. Donc Réco n'invente rien dans le fait de réemployer des matériaux de construction. Par contre, il est possible que durant ces dernières décennies, nous ayons oublié comment ça fonctionnait, euh, car encore une fois, ça a toujours existé. Alors, je vous partage des chiffres qui sont vraiment très importants et qui sont des chiffres qui proviennent de Recycle Québec, sont des chiffres locaux. Les déchets de construction sont passés en première catégorie de tous les déchets enfouis en 2021. 1 846 000 tonnes de déchets de construction ont été reçus dans les centres de tri destinés à être réutilisés ou recyclés. Ce qui veut donc dire que 53% a été reçu pour être recyclé, en tout cas destiné à être recyclé ou réutilisé. La question qui se pose, c'est qu'en est-il vraiment? Est-ce que le travail de ces 53%, ce qui est un chiffre absolument énorme, et donc on devrait être très fier au Québec de faire au moins ça, et concrètement traité correctement? Alors, il se trouve que la réponse est non. Voilà, c'est dommage, mais le défi à relever, ben, c'est la répartition des résidus de la construction, la démolition et de la rénovation. Si vous regardez cette image, en fait, donc 47% sont enfouis directement. Et ces 53% restants, en fait, sont ventilés. Il y a 10% qui sont vraiment recyclés en tant que tels, 7% qui ont été valorisés pour l'énergie, et puis finalement, bah, 36% qui reviennent quand même à l'enfouissement. Donc, vous noterez que croire et espérer que le travail qui est fait actuellement par rapport à la gestion des résidus, de la construction, de la rénovation et de la démolition est efficace, en fait, ne l'est pas du tout. Et surtout, je voudrais vous apporter une donnée qui est importante, on oublie de le dire, mais les sites d'enfouissement arrivent à pleine capacité. Donc de toute façon, il faut trouver une solution. Euh, et parmi ces déchets qui sont en train de remplir les sites d'enfouissement, il y a des déchets patrimoniaux d'une grande valeur qui sont signature de l'artisanat et qui pourraient tout à fait intégrer sans problème les rayons de Réco. Ce que nous faisons déjà maintenant depuis 2003 et même un petit peu avant, ce que je vais vous présenter donc par la suite. Alors, l'idée, pourquoi Réco? Donc, je vous présente la photo tout en haut à droite de Bruno Demers, qui est le directeur général d'Architecture sans frontières Québec. L'idée, c'était de créer une structure viable juridiquement, de manière à ce que cette initiative soit pérenne, de récupérer un maximum d'éléments provenant de chantiers. Alors, quand je dis chantier, on peut penser neuf, mais des chantiers sur des bâtiments anciens, il y en a plus qu'on ne le croit. Et c'est d'ailleurs une majeure partie de notre approvisionnement. Avoir un lieu de mise en vente ouvert à toutes et tous, enclencher la dynamique d'économie circulaire, à savoir don-vente. Pourquoi je précise dès maintenant, c'est qu'il faut savoir que tout ce qui est présent dans les rayons de Réco proviennent de dons. Nous n'achetons pas. Utiliser donc le réseau ASFQ donc pour diffuser et propulser la démarche de déconstruire plutôt que démolir. Encore une fois, Réco faisant partie d'Architecture sans frontières Québec, nous avons l'oreille de tous les architectes du Québec, mais et je pense que Brick Recycle pourra le dire encore mieux que moi, c'est une bonne chose d'avoir l'oreille des architectes, mais le consommateur final reste, je pense, euh, la meilleure personne à convaincre et à embarquer dans cette aventure de la sauvegarde du patrimoine et dans le réemploi ou dans le recyclage des matériaux de construction. Euh, je me permets aussi au passage, et l'actualité est assez brûlante à ce sujet, que c'est de l'achat donc local, c'est du travail local, et autant vous dire qu'en ce moment, compte tenu de la météo politique, on en a besoin. Voilà. Alors, Ecoreno. Pourquoi je vous présente Ecoreno? Parce qu'en fait, Ecoreno est la genèse de Réco. Ecoreno était une petite quincaillerie de quartier qui existait à Montréal sur la rue Papineau, qui faisait environ 1200 pieds carrés sur deux niveaux. Donc, il y avait 600 pieds carrés de surface dans une cave difficile d'accès et qui était en fin de vie. Et il se trouve que durant la pandémie, nous, Architecture sans frontières Québec, nous souhaitions songer à passer à l'action pour lancer Réco.
et nous avons souhaité récupérer Eco-Réno, qui était une espèce d'avant-garde, peut-être trop tôt, de ce que Réco voulait faire, sans la structure Architecture sans frontières Québec. Donc cette quincaillerie qui allait fermer, nous l'avons repris en 2022 pour tester notre modèle d'affaires. C'est avéré au bout d'un an être une réussite, mais on a été confronté malheureusement à tous les inconvénients de ce local, puisqu'on a pris conscience qu'en réalité, il nous fallait au minimum 10 000 pieds carrés. Je précise qu'à l'heure actuelle, Réco fait 10 000 pieds carrés. Il y a des items jusqu'au plafond et je pense que si on avait 40 000 pieds carrés, eh bien, on serait tout autant plein. Donc, c'est une donnée qui me fait plaisir de vous partager parce que il est certain en tout cas que notre mission, notre démarche a du sens. Donc voilà, en gros, à partir de 2023, août 2023, nous avons décidé de passer d'Eco-Réno à Réco. Alors, pour ce faire, et ça c'est l'une des données les plus fondamentales que j'aimerais que tout le monde intègre si possible, c'est que les méthodes de réemploi sont diverses et variées. Je les ai classées en trois sortes, mais on pourrait aller beaucoup plus loin. Mais grossièrement, il y a le réemploi qui est invisible, c'est-à-dire que une partie de votre habitation, d'une pièce, d'un élément chez vous nécessite des travaux de rénovation qui ne sont pas forcément visibles, pourquoi pas l'isolation, que sais-je. Et ces travaux peuvent être réalisés à partir de matériaux de réemploi type, c'est-à-dire que vous pouvez intégrer apporter du cachet, soit conserver le cachet existant d'un élément qui aurait été abîmé, que ce soit parce que y avoir une inondation, un feu, n'importe quoi. Et il y a également le fait de l'utilisation précise, puisque les pompions poursuivre le décor authentique. Eh bien, libre à vous de réinventer. Encore une fois, cela prend de la créativité. Et autant dire que chez Rico, les clients n'en manquent pas. Donc je reviens sur notre fameux déménagement. Alors le déménagement qui a eu lieu nous a amené donc à intégrer, comme vous le voyez sur les photos, une surface beaucoup plus grande dans laquelle on a souhaité vraiment aménager la structure comme étant fluide et agréable pour vous permettre un magasinage qui ne soit pas, ne vous donne pas l'impression de vous retrouver dans un lieu dans lequel il est nécessaire de fouiller pour trouver. Non, non, c'est vraiment notre modèle est calqué sur une quincaillerie classique mais dont l'inventaire est complètement éclectique puisqu'il provient de tellement de différentes provenances que c'est vraiment classé par genre, par style, par époque, par utilité. Donc il y a un rayon qui est totalement consacré aux portes, il y a une cour à bois, tout ce qui est en boiserie est rangé au même endroit, que ce soit des moulures, des hautes portes, du bois franc, du bois de grange. On a la chance d'avoir des planchers qui ont vu l'époque de la guerre de sécession, des planchers plus récents. Mais enfin, en tout cas, vous verrez si vous avez la chance de venir nous rendre visite, et ce que je souhaite, que l'inventaire est vraiment fait pour être aéré et simple à comprendre. Et également, je vais vous présenter un petit peu plus l'équipe tout à l'heure. Donc, on a plus de 7 500 items en stock. On a fait un lancement officiel qui s'est vraiment très bien passé. On a eu la chance de pouvoir faire venir de nombreuses personnes, personnalités officielles, également plein de personnes, plus de la société civile, étaient invitées à participer à cet événement. Nous étions plusieurs centaines. On a eu une couverture médiatique qui a été vraiment très forte et qui a appuyé notre démarche. Donc, ce qui a été formidable, c'est que suite à ce lancement, bien sûr, la communauté des clients s'est élargie, la communauté des donateurs aussi s'est élargie. Et donc, on s'est retrouvé avec des véritables trésors de patrimoine qui dormaient dans des habitations un petit peu partout au Québec et qui sont arrivés sur le plancher de Réco depuis cette date. Et cette dynamique n'a pas cessé. Alors, Réco, c'est effectivement, soit c'est pour être client, soit c'est pour être donateur. Donc, acheter chez Réco, ça vous offre un certain nombre d'avantages, on va dire. Il faut savoir que chez Réco, le prix affiché dans les rayons est le prix à payer, car il n'y a pas de taxe applicable. Nous sommes un OBNL, nous ne collectons pas les taxes. Donc, vous économisez 15%, ce qui est toujours appréciable. Vous trouvez donc effectivement des matériaux de réemploi neufs ou usagés. Pourquoi j'ai besoin de préciser qu'il y a du neuf? Parce qu'il y a quand même aussi du neuf chez Rico. Et notre mission quand même première est de limiter autant que possible les gaz à effet de serre liés, bien sûr, aux résidus des matériaux de construction. Oui, une majeure partie de notre approvisionnement est plutôt ancien, patrimonial ou vintage, mais on peut quand même aussi trouver du neuf. Donc je vous le place parce que ben, vous pouvez toujours prêcher la bonne parole et répandre qu'on peut aussi trouver des matériaux neufs chez Reco. Les prix sont raisonnables. Alors c'est-à-dire que comment fonctionne la tarification chez Reco?
on se base sur le prix du marché de l'item qui arrive et on essaie de voir dans les structures non pas égales parce qu'on est un petit peu hybride et un petit peu à part, mais peut-être chez certains antiquaires combien cet élément à combien cet élément pourrait être et notre prix est généralement c'est notre fourchette entre 30 et 50% moins cher que la concurrence. Je vous donne un exemple. On a eu des lustres Art déco qui sont arrivés il n'y a pas très longtemps. Et ces lustres, je les connais, ils ont été produits dans les années 30, pas en grande quantité, mais c'est quand même une référence de cette époque-là. Et je me suis renseigné auprès de différents antiquaires chez qui je pouvais en trouver, et j'en ai trouvé exactement les mêmes. Et j'ai décidé que le prix affiché serait à 60% de moins qu'ailleurs. Le but étant de rendre le plus accessible possible cette démarche, mais attention, il y a quand même un coût, c'est-à-dire le réemploi ne peut pas être offert. Euh, il doit contribuer à financer notre mission. J'en profite pour rappeler, parce que c'est écrit sur le côté, que les bénéfices de RECO sont au profit d'Architecture sans frontières Québec pour financer les démarches humanitaires de notre BNL. Donc, encore une fois, comparé à ce que l'inconscient collectif a finalement intégré, et non pas à tort, mais que le réemploi est quelque chose qui doit être quasiment gratuit. On pense que quand on va chez Renaissance, on est censé trouver des items à une quelques poignées de dollars. Ce n'est pas possible pour du patrimoine. Le patrimoine a une valeur, donc on se doit de respecter la tarification, mais de faire si possible, la meilleure offre du marché. Voilà. Ça vous amène bien sûr, donc acheter chez Rico, à faire un choix éco-responsable. Encore une fois, vous contribuez directement à éviter à ce que cet item soit enfoui. Je le reprécise parce que oui, il y a des donateurs qui, en venant chez Rico, évitent de passer par la case enfouissement, mais nous sommes en relation avec des écocentres en nous appelant, en nous disant il faut que vous veniez. Ces items partent vraiment à la destruction. Là, maintenant, est-ce que vous les prenez, est-ce que vous les prenez pas? J'ajoute, puisque, et encore une fois, ça n'a rien de religieux, mais j'avais pris l'exemple des églises, il y a 2 semaines de ça, un contracteur m'a appelé sur le chantier d'une église qui a été transformée en condo, une église à Westmont, donc qui est au cœur de l'île de Montréal, l'église Saint-Stéphen, qui est une église anglicane, en me disant, écoute, demain, c'est pas compliqué, à 9 heures tout ce qu'on ne conserve pas dans ce chantier, à savoir les boiseries, l'orgue, ce qu'il en reste, parce que l'église avait été malheureusement squattée pendant quelques temps, donc il y avait eu un petit peu de destruction de matériel, mais en tout cas, tout ce qu'on ne conserve pas sera détruit à la masse à partir de 9 heures. Donc c'était un jeudi soir, donc vers 20 heures. Donc il fallait trouver en urgence un camion à 7 heures le lendemain matin avec une collègue dévouée où nous avons été récupérer de nombreuses boiseries d'église, des tuyaux d'orgue vraiment très beaux. Certains ont été un petit peu abîmés malheureusement par le temps. Mais vous voyez, le réemploi, c'est aussi ça. Donc quand je vous dis que c'est du sauvetage, je ne mens pas. Vraiment, on évite la destruction et donc la pollution de cette destruction. Et encore une fois, donc, vous contribuez en achetant chez Rico à la solidarité sociale. Je vous ai déjà parlé de l'achat local tout à l'heure, inutile d'en rajouter. Alors pour la partie donation, donc pourquoi donner chez Reco peut être utile? Encore une fois, ça vous évite les frais liés à l'enfouissement. Donc on a essayé d'avoir un maximum euh, d'avantages pour les acheteurs comme les donateurs. Donc ça vous évite les frais à l'enfouissement, ça réduit les déchets, donc ça vous permet d'être quand même éco-conscient. Ça peut bénéficier d'un reçu de charité, c'est-à-dire que si votre don atteint un montant que l'on qualifierait égal ou supérieur à 500 dollars, on vous on vous propose un reçu de charité que vous pouvez déclarer aux impôts. Je vous donne un exemple très simple, une maison qui aurait été inondée, qui est vraiment totalement en train de s'effondrer, on ne peut plus rien faire. Si nous, on est capable, je vous donne cet exemple-là, parce qu'en fait, il est actuel dans notre organisation, on a une maison qui est dans ce cas-là. Nous, on va aller récupérer un maximum d'éléments, donc quasiment tout le plancher, les poutres, les portes, les moulures, la quincaillerie, le foyer, toute une maison d'époque. C'est un reçu de charité qui devrait à peu près atteindre, je crois, 40 000 dollars. Donc, c'est considérable. Ça a un impact. Ça n'est pas que significatif. Ça n'est pas fait pour être dit. Et bien évidemment, en donnant, donc, vous sauvegardez du patrimoine et vous contribuez à créer des emplois verts qui sont des emplois locaux de personnes qui sont engagées au profit de la sauvegarde du patrimoine. Voilà. Alors, je vous ai parlé de l'inventaire, encore une fois, donc pour faire simple, effectivement, vous trouverez.
énormément de portes, de tous âges, de tout style, de toutes dimensions. C'est un très gros vendeur, les portes chez nous. Je vous invite, si vous en avez l'occasion, éventuellement à nous suivre sur les médias sociaux, car je mets régulièrement des posts avec non pas les plus chers items, mais quand même les plus beaux, de manière à ce que vous puissiez être séduit et enchanté. Parfois, ça peut être des items très peu chers, comme de la quincaillerie pour une dizaine de dollars, mais le but, c'est vraiment de faire rêver les gens. Donc, je vous invite vraiment à découvrir ce qu'on propose. Cette semaine, j'ai mis des portes Art déco qui sont vraiment très belles et qui ont peut-être déjà trouvé preneur hier. Donc, vous avez effectivement des portes, comme vous le voyez sur la photo, des luminaires, énormément de quincaillerie, beaucoup de mortaises, de poignées, de plaques de porte. Il y en a de style vraiment néoclassique, gothique, art déco. Enfin, vraiment, c'est un bonheur à chercher. Beaucoup de poignées, des boiseries énormément. Il y a un rayon qui est consacré aux bains, donc on a vraiment des bains vintage. Si un créateur de décor ou une créatrice de décor de cinéma ou de théâtre, parce qu'on a parfois de temps en temps ce type de clientèle-là, viennent chez nous pour un décor antique, je vous assure que vous pouvez trouver tous les éléments pour recréer une pièce antique au complet. C'est vraiment passionnant. Également, bien sûr, donc vous trouverez des boiseries, vous allez trouver de la céramique, parfois de la céramique vraiment d'époque. On a des dons de céramique, qui sont des céramiques qui n'existent plus. Récemment, on avait fait une vidéo sur les médias sociaux, une céramique verte qui provenait d'Italie, qui n'existe plus, qui vient d'un bâtiment institutionnel des années 60 qui va être démoli. Ça a été vraiment retiré de façon impeccable. Je suis même étonné de savoir comment ils ont fait pour la retirer, pour nous l'amener dans une aussi belle condition et qui a tout de suite trouvé preneur. Bah, voilà, on peut trouver ce genre de choses. Et puis, dans l'avant du magasin, j'ai ce que j'appelle la galerie. C'est une très grande surface où on expose plein d'items variés. Et là, vous pouvez vraiment trouver de tout. Ça serait difficile de tout vous décrire. Parce que le stock change régulièrement. Donc c'est pour ça que si vous n'avez pas la chance de vous rendre à Montréal régulièrement pour venir jeter un coup d'œil chez Reco, nous suivre sur les médias sociaux vous donnera un très bon aperçu de tout ce qu'on peut trouver. Donc aujourd'hui, depuis qu'on a lancé en 2023 Reco, donc on est une équipe de 11 personnes, nous avons des bénévoles, on a même des stagiaires de l'étranger qui nous rejoignent chaque année, ça fait 2 années de suite où des gens qui font un service civique demandent à travailler chez nous, donc on en prend 2 par an, et c'est vraiment une belle occasion de présenter le réemploi à la sauce québécoise à des gens de l'extérieur, ça a vraiment beaucoup de succès. En 2023, 50 tonnes ont été sauvées grâce aux activités. Alors j'ai mis des corénos parce que bah, j'ai fait une erreur, je vous prie de m'excuser, de Réco. 50 tonnes, ça peut paraître peu, mais je vous assure que quand vous avez dans ces 50 tonnes des poignées ou des plaques de porte qui ne pèsent que quelques grammes, autant vous dire que ça fait vraiment beaucoup d'items. Et sur 2024, je n'ai pas les chiffres encore, mais on a fait vraiment beaucoup mieux. Donc vraiment, on est dans une dynamique positive et qui fonctionne. Alors l'avenir, donc cette année 2025, l'idée justement pour favoriser l'achat et l'intérêt de personnes qui ne se déplaceraient pas forcément toujours jusqu'à Montréal, ça serait de mettre un catalogue en ligne pour vraiment permettre la vente à distance et vous donner la meilleure visibilité, le plus d'informations sur ce qu'on a en magasin. On a un service de diagnostic ressources qu'on lance, qui est un service qui est vraiment complètement à part, qui est dédié à l'analyse des bâtiments, souvent institutionnels pour favoriser justement le travail de réemploi et de déconstruction pour les mairies ou pour toute autre institution québécoise. Donc, c'est-à-dire que nous avons une équipe de personnes qui saisissent soit des appels d'offres ou qui proposent leurs services aux communautés en disant, il y a un bâtiment que vous allez raser, on va entièrement vous le scanner, voir tout ce qu'on peut récupérer pour vous permettre d'éviter de polluer dans le cadre de ce changement de bâtiment. Donc ça, vous allez en entendre parler parce que je vais faire une couverture un peu médiatique là-dessus. On a eu un colloque d'économie circulaire en 2024 où on a réuni des professionnels du monde entier sur le réemploi québécois. Et cette année, on va essayer de proposer encore une autre formule. Donc vraiment, on a un travail de conscientisation qui est le plus large possible sur la base de ce que RECO fait. Un calculateur d'impact. Alors, le calculateur d'impact, c'est vraiment un logiciel qui devrait être lancé là dans peu de temps pour vraiment pouvoir à chaque donatrice et donateur faire savoir exactement combien de gaz à effet de serre ont été évités et que quand vous achetez chez Reco, on peut vous dire selon vos achats ce que vous avez évité. Donc, vraiment, on rentre dans la précision.
Je rappelle que ces outils que l'on met en place sont aussi faits pour être proposés et diffusés, non pas ceux qui ne se limitent pas à Réco, mais qu'on le propose partout au Canada. On a la chance d'avoir des partenaires ailleurs. Alors, je ne vais pas dire on avait, mais nous avons aussi des bonnes connaissances de centres de réemploi aux États-Unis. Mais là, je vous avoue que sur cette partie-là, je ne m'aventurerai pas plus loin. Bien sûr, c'est de trouver l'équilibre financier. Donc l'année 2024 a été une année, la première année complète de 12 mois pour Reco, qui est une belle année. Je tiens à préciser ça parce que de nombreuses initiatives qui étaient très belles à l'origine se sont arrêtées parfois rapidement, trop tôt. Et en tant que directeur, je maintiens que la rentabilité de Reco doit être la priorité pour que Reco puisse non seulement durer le plus longtemps, mais que Reco puisse s'étendre. Alors la question c'est que je me pose tous les jours, c'est est-ce que Reco doit grossir à Montréal? Est-ce qu'il doit y avoir un hyper Reco à Montréal? Est-ce qu'il doit y avoir quatre cinq magasins Reco partout au Québec pour capter les dons qui sont les plus éloignés de Montréal? Parce qu'on a des propositions de dons partout au Québec, mais il nous est délicat de tous les accepter. Donc voilà où j'en suis dans mon cheminement et je suis ravi de vous le partager. Donc vous l'aurez compris, pour 2025, nous avons vraiment beaucoup d'idées. Euh, et c'est un vrai bonheur, en fait, je peux vous le dire, que de travailler quant à la préservation et à la sauvegarde du patrimoine. Car travailler chez Ricoh, certains jours, on a un peu l'impression, je vous assure, de vivre dans un musée vivant. C'est complètement improbable ce qu'on reçoit. Et en plus, je vous partage aussi une de mes réussites, c'est que quand j'ai lancé l'Instagram de Ricoh, c'était vraiment tout nouveau et je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que ça va plaire? Et le succès a été immédiat. On a plus de 12 500 followers. Je pense qu'on va les doubler cette année, qu'on sera à 25 000 followers au Québec. Alors, parmi les 12 500 followers sur Instagram, 98,5% sont canadiens et plus de 50% sont ne serait-ce que basés à Montréal et tout le Grand Montréal. Donc, de toute façon, on est vraiment sur une souche québécoise et ça me fait très plaisir de voir que les Québécoises et les Québécois jouent le jeu. Donc, vraiment, en tout cas, si vous avez fait partie de cette réussite, merci du fond du cœur. Et si vous comptez avec un peu d'avance. Voilà. Je vous mets juste une photo qui illustre un petit peu à quoi ressemble une journée chez Reco. Donc, c'est des personnes qui magasinent plein les rayons. Et je vous ai mis des photos sur fond noir parce que je fais régulièrement des shootings pour mettre en avant des items. Mon souhait est de présenter le réemploi comme étant quelque chose de particulièrement esthétique. On a été habitué à ce que finalement la grande distribution nous invite à voir les choses unifiées sur fond blanc. Et donc, je prends le contre-pied de cela et vous invite à voir le réemploi comme quelque chose de profondément élégant. Et très sincèrement, ça l'est. Donc là, je vous ai mis des exemples de réemploi, c'est-à-dire que des personnes se sont appropriées des items qui étaient particulièrement abîmés. En haut, vous avez une fenêtre en 2001 qui avait vraiment été malheureusement très esquintée, mais qui nous avait été donnée telle qu'elle. Et finalement, la personne qui se l'est acheté est revenue en montrant le vitrail qu'il a créé de sa main. Je trouve ça absolument fabuleux. Après, les goûts sont différents selon chaque personne. En tout cas, de voir qu'une personne qui achète cette demi-lune en bois abîmée en fait un élément comme celui-ci, franchement, ça donne tout sens à notre mission. Et également un calorifère en bas qui était de style Art Nouveau. Et finalement, eh bien, bah, écoutez, on a la chance de voir maintenant un calorifère magnifique qui a été remis en fonction. Je le redis, je l'ai précisé un petit peu en début de rendez-vous, mais le recyclage et le réemploi sont vraiment deux choses différentes. Nous, le réemploi, c'est vraiment la récupération d'items tels quels. Nous n'y retouchons pas ou que très peu. Nous n'avons pas vocation à transformer les éléments, à part éventuellement pour des questions de qualité de mise en vente. Si on reçoit du plancher de bois franc qui est plein de clous, on va faire l'effort de le déclouer, mais nous n'avons pas la compétence métier que les professionnels du recyclage ont. C'est-à-dire que euh, euh, le recyclage va être de prendre un produit tel quel, de le traiter et de le remettre en circulation. Nous, on remet en circulation tel quel, on est l'étape où on évite la perdition. Mais il faut savoir que le réemploi, c'est sauver de manière large tout ce qui peut être sauvé sans distinction. Dans le recyclage, pour être vraiment efficace, il faut avoir une compétence métier qui est non pas limitée, mais qui est déterminée sur une catégorie de
d'items, de produits, en avoir l'expertise, avoir développé l'expertise du traitement, du retraitement et de la remise en vente. Donc, c'est pour ça que je suis vraiment ravi que Brick Recycle soit présent, parce que j'ai l'impression qu'ensemble, si on se présente dans une maison patrimoniale qui est en train de s'effondrer, là où des personnes vont dire bah, tu rases tout et puis une bonne poubelle, on n'en parle plus, Brick Recycle va dire tout ce qui est en briques, si je peux le sauver et le retraiter, eux vont faire un travail qui est exceptionnel, totalement exceptionnel, que nous ne pouvons pas faire, que nous ne savons pas faire et que nous n'avons pas la prétention de savoir faire. Et pour tout le reste, moi, je vais essayer de voir ce que je peux faire. Et donc, cette maison, qui aura été gâchée et pourtant symbole de la mémoire du patrimoine québécois, aura été sauvée de la seule façon, en tout cas à ce moment-là, possible, et on aurait évité de la pollution. Donc voilà, est-ce que ma présentation est finie? J'espère que ça vous aura plu. Et si vous avez des questions, c'est le bon moment. Parfait. Je vais embarquer. Il y a une question dans le chat. Daniel nous demande est-ce que l'inventaire va être accessible sur le web ou seulement sur les réseaux sociaux? Je crois que tu disais que le catalogue, ça allait être sur votre site web, hein? Alors, le catalogue va être effectivement sur le site web. Il va être évolutif, c'est-à-dire que je vais commencer par les catégories les plus faciles à mettre en ligne. Ça va être des éléments comme les portes, comme les luminaires. Pourquoi je dis ça? Parce que faire un inventaire en ligne de la quincaillerie de Réco, quand on a 700 poignées, 800 plaques de porte, ça devient très vite compliqué, alors que les éléments comme les portes sont beaucoup plus faciles à présenter. Mais oui, ça va être effectivement sur le site de Réco. Est-ce qu'il y a Parfait. d'autres questions? J'ai rien d'autre dans le chat, mais si quelqu'un veut lever la main, s'il y a d'autres questions. Écoutez, s'il n'y en a pas, c'est peut-être que j'ai tout dit. Euh, Tu as été trop clair, mon cher ami. Je m'excuse. Voilà. Ah, je vois une Ah, main levée. oui, ici, oui, Ghislaine, on t'écoute. Oui, bonjour. Ben d'abord, bravo, hein, bravo, non seulement pour la présentation, mais pour cette belle expérience. Moi, je me demandais, ça a commencé en disant, c'est l'ordre des ingénieurs qui a démarré le projet, ou en tout cas qui a été à la source. Et peut-être ça a été dit, puis ça m'a échappé. Est-ce qu'il continue d'être un partenaire ou de s'impliquer activement là? Alors, pour ce qui est de l'ordre des ingénieurs, j'ai pas eu beaucoup d'interactions avec cet ordre-là. C'est sûr que j'ai eu plus d'interactions avec l'ordre des architectes ou l'ordre des quincailliers du Québec. Mais c'est vrai qu'à date, l'ordre des ingénieurs a plutôt été discret. Néanmoins, cette année, puisque on a déjà passé la première année de 12 mois de travail plein, ce qui me donne une bonne visibilité. Je compte lancer un plan de partenariat qui va être plus étendu et effectivement, je compte solliciter l'ordre des ingénieurs pour faire tout simplement de l'échange de visibilité et contribuer à ce que chacune et chacun puisse parler de ses meilleures missions dans le but de préserver le patrimoine de la destruction. Et également, Ghislaine, j'aurais dû commencer par ça. Un immense merci pour vos félicitations, ça fait très chaud au cœur. Voilà. Bon, c'est très ressenti. Alors, je comprends que l'Ordre des architectes, lui, reste Ah oui, impliqué. énormément, tout à fait. Non, non, l'Ordre des architectes reste profondément impliqué. On a un support plein et entier. Je peux me permettre de les solliciter autant que nécessaire pour mettre de l'avant une publication. Bon, C'est rafraîchissant. merci beaucoup. Ouais. Est-ce que Excellent. vous avez des Deux questions en fait qui sont rentrées dans le chat. On nous demande est-ce que vous venez chercher les produits ou matériaux à l'extérieur de Montréal? Je crois que tu as dit non pour l'instant. Alors, Normalement, normalement, on ne le fait pas pour des questions simplement d'effectifs, parce que nous n'avons pas une flotte de camions et de nombreuses équipes pour se rendre sur place. C'est-à-dire que certains dons peuvent nécessiter beaucoup de main-d'œuvre, et quand il faut être à 4 personnes sur place, moi je perds 4 personnes du plancher Réco pour servir les clients, et c'est toujours une logistique un peu délicate. On va dire que normalement, non, mais on fait quand même du cas par cas parce que notre mission, c'est la préservation du patrimoine. Donc, certaines fois, on essaie de se débrouiller et on y arrive de plus en plus. Mais il faut simplement être indulgent avec nous. Ça arrive que certaines fois, on ait des dons qui nous soient proposés et on dit à la personne, oui, oui, on va venir. Par contre, il faut nous laisser le temps de logistiquement mettre en place ce qui est nécessaire. Je ne peux pas venir demain. Est-ce que vous pouvez attendre 3 semaines? Si oui, c'est fabuleux. Si vous ne pouvez pas, malheureusement, nous, dans notre organisation, là, on est encore trop jeune pour pouvoir le faire.
Parfait. On nous demande aussi, est-ce que ça vous arrive d'avoir des objets qui ne se vendent pas et que vous êtes obligé de finalement jeter Alors, ou donner? donc, comment est-ce que ça fonctionne? Il n'y a pas normalement, il n'y a pas de don sauvage. C'est-à-dire que on n'a pas une line-up chez Reco le matin quand on arrive où des gens amènent dans la valise de leur voiture des éléments à nous donner. Normalement, ça ne devrait pas être ça. Ça arrive parfois. Évidemment, c'est sûr que c'est toujours délicat de refuser un don quand quelqu'un s'est déplacé sans nous avoir consulté, sauf si bien évidemment le don n'est totalement pas acceptable pour des questions de capacité de revente. Je vous donne un exemple. L'autre jour, quelqu'un s'est présenté sans nous avoir consulté avant, nous avoir simplement envoyé un mail en disant bonjour, j'aimerais vous donner ceci, est-ce que ça vous intéresse ou pas? Et nous a amené un lot de bois en pensant bien faire. Et malheureusement, le lot de bois était vraiment bourré de termites. Enfin, c'était vraiment un lot de bois malsain que nous, on aurait pris un risque à accepter dans notre entrepôt d'amener ce bois-là. Donc on a dit au monsieur, malheureusement, compte tenu de l'état du bois, là, on peut vraiment pas le prendre. C'est pour ça qu'il faut nous contacter en amont, nous envoyer des photos. On va mettre en place un formulaire de don sur lequel on a travaillé fort. Là, c'est une question de jours. Je pense que ce sera la semaine prochaine ou celle d'après. Pour que vraiment, quand quelqu'un veut donner des items, il nous contacte, il donne tous les éléments nécessaires. Et nous, on peut répondre en disant, bonjour, voilà de votre proposition de don. Nous allons prendre tel item, tel item, tel item, ce qui vous donne droit à un reçu de charité de temps. Est-ce que cela vous convient ou non? L'idée n'est pas d'être dans la négociation, mais pour expliquer ce que nous pouvons proposer. Donc oui, effectivement, ça nous arrive de recevoir des dons sur place. Donc le but n'étant pas de nous recevoir des dons qui nous amènent à aller à l'éco-centre, parce que ça ne ferait faire que nous faire travailler gracieusement pour aller à l'éco-centre à la place de quelqu'un. C'est pas le but. Et surtout, ben, le but, c'est d'accepter le maximum de dons qui ont une vraie capacité d'être revendus sur notre plancher. Donc tous les jours, on refuse des dons, et ça n'a strictement rien de personnel, et ça n'est pas régulièrement mal pris, mais ça peut arriver que des gens soient comme déçus qu'on n'accepte pas. Mais on ne peut pas tout accepter, parce qu'encore une fois, nous n'avons que 10 000 pieds carrés. Donc oui, on refuse des dons. Parfait. Par la suite, nous avons Elisabeth qui a levé la main. Euh, oui, vous aviez parlé tantôt que peut-être éventuellement vous allez, vous pensez comme une expansion, soit à Montréal, soit en région. Mhm. Est-ce que, disons, si c'est en région, est-ce que vous avez déjà regardé dans quelle région vous viendriez? Alors, Euh, tout à fait. Donc, oui. je ne sais pas si votre question était finie, Elisabeth, j'espère que je ne vous ai pas coupé. Mhm. Euh, non, ça va. Ben, en fait, si vous aviez déjà, j'imagine, choisi des régions, disons, plus propices où il y aurait un besoin ou que ça pourrait être, disons, rentable, parce qu'il y a quand même une Effectivement, il y a une question de rentabilité. Alors, oui, bien sûr, moi j'y réfléchi de plus en plus. Et je réfléchis de plus en plus. Il est vrai que j'ai déjà, pour des questions de stratégie, on va dire, je peux pas tout vous dévoiler. J'ai identifié clairement des régions prioritaires. Mais de toute façon, compte tenu que l'approvisionnement en dons est partout au Québec, donc un monde idéal, Réco devrait être partout au Québec. Réco, à mon sens, n'a pas vocation à être présent dans les quincailleries existantes. C'est-à-dire que forcément, la question s'est posée de se dire pourquoi ne pas s'appuyer sur le réseau des quincailleries existants et de créer un rayon Réco dans les quincailleries. Je pense que c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Le modèle d'affaires tel qu'on l'a lancé actuellement fonctionne très bien. Donc il faut penser des structures comme celles qu'on a créées, adaptées à la région, à l'économie de la région, à ce que la région peut apporter. Je fais un parallèle sans donner d'informations, mais mettons qu'on se dise, bon alors, finalement, sur la rive sud, on s'est aperçu, compte tenu de l'étendue des maisons patrimoniales et de la possibilité à recevoir des dons, qu'il est préférable d'avoir un centre qui est 3 fois plus grand que celui qui est à Montréal en région. Ben, s'il faut le faire, on va le faire. Voilà, tout simplement. Tout dépend de l'attrait pour les clients potentiels en région. Est-ce que la région de Québec, qui pourtant regorge de patrimoine absolument magnifique, est ouverte au réemploi? Peut-être, peut-être pas. Peut-être que Montréal est très touché et très orienté vers le réemploi. Peut-être que
Voilà, et ça, ce qui est intéressant, c'est que moi, je peux aussi le tester sur différents canaux, exemple sur les médias sociaux, en regardant, en faisant un peu d'analyse, dans quelle partie du Québec on a le plus d'intérêt pour ce que nous proposons. Également dans les données sur nos clients, on demande toujours à nos clients, afin de leur émettre une facture, si quand ils achètent, quelle est leur région, on peut se dire effectivement qu'on remarque que certaines régions nous amènent plus de monde, bien que la distance soit forte. On a des clients qui viennent à Montréal, qui viennent parfois de Saint-Tite, et c'est absolument fabuleux d'ailleurs de constater que les gens sont prêts à faire le déplacement. Est-ce qu'on ferait pas mieux d'avoir effectivement, pourquoi pas, un réco rive sud, rive nord à Montréal et dans le nord, et pourquoi pas, je sais pas, à Québec, et de mettre en place un système de navette où on se dit l'inventaire doit être mobile en fait. Mhm. Il doit aller là où il aura le plus de chances d'être consommé. Donc oui, oui, on regarde ça. Moi, c'est vraiment mon rêve le plus cher. Voilà, qu'on vienne Est-ce s'installer que, en région. oui, je crois qu'il y a déjà des structures en place dans certaines Ouais. régions où ce Il y a qu'il y a des initiatives. où ce qu'il y a des initiatives. Il y a aussi un endroit où ce que tous les calorifères en fonte, ils sont Remaniées. refaits, là, disons, comme radiateurs à l'huile, des trucs comme ça. Donc, il y a une mise en valeur qui est faite déjà. Exactement. Vous êtes est-ce que vous agissez aussi un petit peu comme conseiller, disons, quelqu'un qui aurait un lot de calorifères, ben là, vous pourriez dire, ben, peut-être que ça serait un endroit pour Absolument. un exemple. Tout à fait. Non, non, mais c'est un très bon exemple. Ça nous arrive régulièrement d'avoir des propositions de dons et d'orienter la donatrice ou le donateur vers soit un choix plus éclairé, plus évident. Euh, on n'est pas dans la stratégie de se dire c'est nous ou personne. Non, non, pas du tout. De toute façon, comme je l'expliquais, on a plus de propositions de dons que l'on ne peut en accepter. Donc, on ne va pas jouer la carte des gens engagés égoïstes du tout. On amène régulièrement vers d'autres structures certaines propositions. Je vous donne un exemple. On a de plus en plus des gens de l'industrie du cinéma qui disent on a créé un décor. Ce décor, le film ou la série ou la pièce de théâtre est terminée. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le jette ou est-ce qu'on vous le donne? Nous, c'est sûr qu'on va essayer de récupérer ce qui pourrait intéresser la clientèle et qui voudrait vraiment comme intégrer ça à leur décoration, si c'est possible. Mais si c'est pas possible et que c'est vraiment censé naître et ne rester que du décor, on oriente tout de suite vers toutes les initiatives qu'on connaît liées au décor et à l'industrie de la décoration pour le cinéma. On essaie vraiment de faire circuler les items. Donc par rapport à l'exemple des calorifères, ça nous est déjà arrivé d'inviter des personnes à se rapprocher justement de la structure dont vous parliez. Il y en a, mais la structure dont vous parlez pour les calorifères, c'est vraiment un professionnel qui ne fait que et uniquement que du calorifère. Ireco a plus vocation à être une espèce d'adresse dans laquelle on peut trouver un maximum de variétés pour laisser libre cours à vos projets et vos envies. Parce que parfois, ce qui peut fatiguer dans le réemploi, je trouve la démarche de la clientèle, je dirais plutôt novice, parce que les convaincus sont prêts à faire bien des kilomètres pour trouver l'item parfait ou dédié à son projet. C'est qu'il est délicat de courir un petit peu partout au Québec pour aller trouver ce que l'on veut. Reco facilite cela. C'est-à-dire, ça arrive qu'on ait des clients, ça nous est arrivé vendredi dernier, des clients qui disent on va faire beaucoup de travaux, on a acheté une maison, faut vraiment, on a des travaux à faire, faut la réhabiliter, et on a vraiment envie d'installer un maximum d'items avec de la mémoire et du style provenant du réemploi. Donc nous, on évite à ces personnes-là de trop courir et de trouver un certain nombre d'items. Et c'est aussi une source d'inspiration. C'est-à-dire que quand vous êtes dans la galerie de Réco et que vous voyez une porte de chambre froide absolument magnifique en vrai bois avec une quincaillerie industrielle d'époque à côté de tuyaux d'orgue d'église, de lustres art déco, de plaques de marbre qui ont 100 ans et nous on a sauvé de l'enfouissement, va vraiment, vous pouvez laisser libre cours à votre créativité. Et c'est là aussi des grands bonheurs qu'on a en travaillant chez Reco de vous proposer ça. Donc voilà, Elisabeth. J'espère ne Oui. pas avoir été trop bavard. Non, merci, ça va c'est très intéressant. Oui, merci. Parfait. Voilà.
Donc, on nous dit d'ailleurs que l'entreprise en question, c'est EcoRad qui se trouve à Oui, absolument. Saint-Jean-Port-Joli. Ils ont une page web, ils ont une page LinkedIn. Vous pouvez aller voir ça. Il y a Steven qui nous demande dans le chat, est-ce que vous avez une banque de bénévoles où on peut s'inscrire pour vous aider à récupérer? Alors absolument, on a tout à fait, on a de plus en plus de bénévoles et merci beaucoup Steven pour cette proposition. Pour vous donner une petite idée, les bénévoles sont très variés, c'est-à-dire on peut avoir la chance d'avoir des personnes qui viennent juste de prendre leur retraite puis qui disent que c'est génial, moi je vais avoir du temps de libre, et j'aimerais participer à votre mission, mais je vais vous accorder entre guillemets, non pas que, mais 4 heures de mon temps par semaine. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, bon, on va trouver des missions dédiées, très sécuritaires, pour des personnes qui veulent nous accorder un temps limité à l'intérieur du centre. De plus en plus, on a effectivement des personnes du milieu de la construction qui disent en ce moment, j'ai une pause. Moi, si vous avez des pick-up à faire, je suis hyper OK pour venir vous accompagner pour faire ça. Exemple, la semaine prochaine, on a un énorme pick-up qui va avoir lieu, la semaine d'après aussi. Et justement, on a un bénévole du milieu de la construction qui nous rejoint. Donc, Steven, bien sûr que oui. Pour ça, il suffit de nous contacter via notre adresse sur notre site info à commercialrecocentre.ca pour dire j'aimerais être bénévole. Ou pourquoi pas me contacter directement si vous voulez demander à ces personnes de la PMAC de vous donner mon courriel, ça sera avec bien sûr grand plaisir. Et de toute façon, je suis en train de créer une page dédiée au bénévolat sur le site pour vous orienter dans votre mission, à savoir, vous nous simplement, vous nous décrivez d'une façon simple de quelle manière et comment vous souhaitez être bénévole pour RECO. Ça nous fera de toute façon toujours plaisir et nous prêter main forte sera toujours utile. Donc, Steven, bienvenue dans l'aventure RECO si c'est votre souhait. Voilà. Excellent. On a, bon, c'est pas une question, c'est un commentaire de François Varin qui nous dit là, qu'à Québec, il y a une grande sensibilité là, pour le recyclage et j'imagine le réemploi Oui, c'est aussi. sûr. D'habitude, François Varin, on a tendance à l'écouter parce que c'est un pro des pros. C'est un pro des pros, mais ça fait toujours très plaisir de savoir qu'il est présent. Et non, j'en doute absolument pas, surtout qu'en plus j'ai eu la chance, il y a un an, de présenter au Rendez-vous Maestria, c'est le sommet du Conseil des métiers d'art du Québec à Québec. Une présentation dans le même esprit que celle que je vous présente aujourd'hui, et j'ai trouvé que l'assistance était captivée. Mais voilà, j'espère que les habitants de Québec n'ont pas pensé que j'imaginais qu'il le soit moins qu'ailleurs. Excellent. Pour ceux que ça intéresse, le rendez-vous Mastria va avoir lieu à Montréal cette année, le 10 Oui, avril, absolument. si jamais. Excellent. De ce que je vois, ça fait le tour des questions. C'est bien. Mais merci beaucoup, Florent, là, de vraiment une très belle présentation, Merci beaucoup. très étayée. On a eu beaucoup de détails. On aime ça. Euh, On va maintenant passer la parole à Xavier Brochu, qui est directeur général chez Brick Recyc. Si je me trompe pas, ça fait un mois qu'il est directeur général, donc on lui souhaite Six la semaines, six bienvenue. semaines. 6 semaines, OK, j'étais pas loin. Ouais. Alors, je vais te laisser la parole. Je crois qu'il va falloir que tu fasses une demande de partage. Tu veux partager ton écran. Un instant. Tu- Euh, je regarde comment faire ça. Ah, c'est le bouton vert dans le milieu, justement. Et voilà. Fait que si je fais ça ici. Donc, est-ce qu'on voit bien Ben, mon écran? ça semble fonctionner. Parfait. Donc, bonjour. Ça fait vraiment le plaisir d'être là. Effectivement, ça fait 6 semaines que je suis vraiment officiellement, que je me suis officiellement joint au projet Brick Recyc. Mais moi, ça fait un petit bout de temps que je suis ça, puis je connais toute la gang derrière le projet depuis longtemps, là. Avec l'argent récemment qui ont été en mesure de lever, ça a permis de la croissance, puis d'engager des nouveaux employés. Bon, c'était une opportunité pour moi de me joindre à l'aventure. Euh, pour moi, avant ça, j'ai travaillé dans le milieu de la construction, au niveau des boiseries, escaliers, puis en entrepreneur général. Puis avant ça, moi, je viens du milieu industriel, puis tout doucement, je me suis déplacé jusqu'à me retrouver ici. Euh, Moi, j'aimerais vraiment vous parler aujourd'hui de Brick Recycle. Brick Recycle, c'est quoi?
C'est d'abord et avant tout un équipement, une machine, mais c'est un projet. C'est un projet qui a différentes facettes. Puis c'est ça que je veux toucher un peu avec vous aujourd'hui. Pour la petite histoire, euh, Brick Recycle, c'est une machine qui est née, c'est une invention qui est née d'une problématique réelle qui était vécue à Montréal par Maçonnerie Graton, qui est une compagnie de maçonnerie qui opère depuis de nombreuses années, puis vraiment spécialisée dans la réparation-rénovation de façades. Cette machine-là est née d'une problématique auquel cette compagnie-là fait constamment, puis même encore en ce moment, fait constamment face, qui est de dire qu'est-ce qu'on fait quand on fait une rénovation d'une façade? On est toujours confronté, généralement, à, à- à deux options. Un, est-ce qu'on met de la brique neuve? Puis ça vient avec des coûts, ça vient avec un impact au niveau du patrimoine. On a beaucoup de belles façades en briques à Verdun. Puis souvent, refaire avec des nouvelles briques, ça veut dire prendre la brique qui est généralement encore saine, mais dont les ancrages du mur sont rouillés, les allèges sont rouillés, puis de l'acheter, puis de mettre de la nouvelle brique sur un bâtiment, avec les coûts que ça vient, avec les impacts environnementaux, les impacts au niveau patrimonial. Ou l'autre option qu'on peut prendre, c'est de nettoyer la brique euh, au marteau. C'est fait comme ça depuis toujours. On prend la brique, on a un humain qualifié qui prend du temps pour enlever du mortier sur de la brique. C'est un procédé qui a un gros taux de rejet. C'est un procédé qu'il y a très, très peu de maçons qui veulent faire euh, pendant 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours. Là. Si vous dites à un maçon, videz-toi de la brique pendant 2 semaines, généralement, c'est quelque chose, il va dire non ou ça va être très difficile de le convaincre. Puis c'est le seul moyen qu'on avait avant pour dire, ben, on prend de la brique neuve puis on installe, on peut récupérer de la brique usagée puis préserver 100% de la valeur patrimoniale de ce bâtiment-là. Donc, confronté à ce dilemme-là, euh, on a inventé une machine qui règle ce problème-là. Cette machine-là, c'est une machine qui est une machine brique recycle, qui nous permet de nettoyer de la brique beaucoup plus rapidement. Puis aussi, ce qui est important de le dire, avec une main-d'œuvre qui n'a pas besoin d'être aussi qualifiée puis, qu'un maçon. N'importe quelle personne qui a des cadres de compétences dans la construction peut utiliser la machine sur un chantier. En dehors d'un chantier, n'importe qui peut l'utiliser. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est super, super important et auquel on ne pense pas vraiment. Mais souvent, c'est même pas une question de coût de patrimoine qui fait en sorte qu'un entrepreneur, comme un entrepreneur en maçonnerie, va vraiment pousser son client à prendre la nouvelle brique. C'est carrément parce que l'entrepreneur en maçonnerie, il se dit, si mon maçon passe 2 semaines à nettoyer de la brique sur ce bâtiment-là, c'est un projet de plus qu'il pourrait faire ailleurs. Fait que souvent, ce qu'on voit sur le terrain comme situation, c'est que le client va vouloir réutiliser de la brique, euh, ça se peut qu'il n'y ait pas accès nécessairement à de la brique usagée qui peut réussir, il va vouloir utiliser de la brique. Puis c'est son entrepreneur qui va essayer de le pousser pour dire, ben non, prendre de la brique neuve, ça va être plus efficace, ça va être plus rapide. Donc, on a arrêté avec nous, avec notre invention, notre machine, qui est la machine, la technologie brique recycle. Je pense que vraiment, plutôt que de vous décrire comment ça, moi je suis un ingénieur, là. Plutôt que de vous décrire comment ça fonctionne, puis dans le détail, je suis beaucoup mieux de vous passer juste un simple vidéo qui montre en 30 secondes comment ça fonctionne. C'est vraiment, vraiment simple, là. On arrive avec de la brique, une brique, on enlève le mortier sur la tête de la brique, puis on peut la passer après ça dans l'équipement, puis on ressort avec de la brique neuve. Et que, tu sais, généralement, si on fait le tour un peu de qu'est-ce que ça permet de faire, ben, on parle c'est à peu près une trentaine de minutes, on peut former quelqu'un à l'utiliser. Ça réduit beaucoup, beaucoup l'empreinte carbone. Là, quand on parle sur un projet type, là, ce qu'on voit, c'est que généralement, réduire de la brique avec l'équipement, on va sauver 80, on va consommer 80% moins de tonnes de gaz à effet de serre que sur un projet où on va prendre de la brique neuve. Avec cet équipement-là, on est capable de faire 3 à 5 briques à la minute. Ça, c'est généralement 4 à 5 fois plus rapide qu'un maçon qualifié avec son marteau. On peut faire différents formats de briques. Actuellement, même, ça, c'est super intéressant comme projet. On a été approché par des gens à Toulouse qui pourraient avoir besoin de notre aide pour nettoyer de la brique foraine qui date de 1450, 1550, puis tout ça.
puis c'est des briques qui ont des dimensions particulières, puis tout ça, on est en train de regarder comment est-ce qu'on peut faire pour les aider. Quand on parle de rénovation puis de trucs patrimoniaux, en Europe aussi, il y a beaucoup, il y a tout un marché qui se trouve là. Ils ont des briques qui sont plus vieilles que le Québec. Puis, on est aussi, là, le point super important, on est aussi en nettoyage qui est sans percussion. Euh, Sur un bâtiment moyen, si vous nettoyez de la brique au marteau, vous allez casser une brique sur cinq, généralement. Avec notre équipement, on va être plus à une brique sur 100, généralement, qui vont être brisées. Puis ça aussi, quand on parle d'efficacité, de valeur patrimoniale, sauvegarder des briques, c'est super intéressant. Au niveau du contrôle du bruit, on est à peu près, on a fait beaucoup de travail au niveau du bruit, puis aussi du contrôle de la poussière pour rendre que ce soit cet équipement-là, c'est un équipement qui n'est pas trop bruyant à 68 décibels. On parle d'à peu près l'équivalent d'un lave-vaisselle avec un équipement ou d'une machine à laver. Puis avec un équipement pour gérer la poussière, c'est un peu plus bruyant, mais ça reste vraiment intéressant sur un chantier. Généralement, ce n'est pas notre machine qui va être l'équipement le plus bruyant qui va rouler sur un chantier. Au niveau de contrôle de la poussière, on est aussi super efficace. Actuellement, ce qu'on offre aux entrepreneurs avec l'équipement, puis ce qu'on utilise aussi euh, pour nettoyer la brique, c'est un système de contrôle de la poussière qui va éliminer 97% de la silice dans l'air. C'est super efficace. Avec cet équipement-là, ça nous donne, on est parti de cet équipement-là, on l'a développé, on l'a utilisé chez Maçonnerie Graton. Il a été testé, il a été utilisé sur beaucoup de chantiers, il est encore utilisé actuellement. Puis on est parti de ça, puis on s'est dit, OK, on a cet équipement-là. Comment est-ce qu'on peut faire pour ben, en faire bénéficier le plus grand nombre de personnes possible? Puis ça passe par deux plateformes séparées. On a une plateforme BrickRecycle, puis WebRecycle. Nous, on veut vraiment, là, dans BrickRecycle, ce qu'on veut faire, c'est que dès qu'on parle d'une brique au Québec qui a été construite dans un mur, on veut être la solution pour la traiter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on permet on va permettre à des entrepreneurs de louer la machine, louer l'équipement, puis de nettoyer eux-mêmes leurs briques. Puis on va aussi avoir une plateforme WebRecycle qui, elle, va servir à traiter des plus petits volumes de briques, à faire des dons de briques, puis à un paquet d'autres choses dont je vais toucher dans quelques minutes. Quand on parle vraiment de louer la machine, là, ça, c'est qu'on a des machines en location au Québec. Généralement, ça vaut la peine quand vous avez au-dessus de 500 pieds carrés euh, de, de, de murs de briques à déconstruire. Puis c'est vraiment, on est capable de la livrer sur le chantier avec un équipement de dépoussiéreur, puis de revenir la chercher. Puis ça va être un entrepreneur, ça va être un particulier qui va pouvoir faire son nettoyage de ses briques puis les réutiliser sur son site. Ce qu'on s'est rendu compte, par contre, puis on voit aussi avec Réco, c'est qu'on a beaucoup de situations dans lesquelles le réemploi de la brique sur le chantier même n'est pas possible. Des fois, on va faire un autre bâtiment. Des fois, le contexte s'y prête pas. Euh, Puis c'est nous, on veut quand même être capable d'aller chercher cette brique-là. Fait que pour ça, on a créé une solution pour le Québec pour faire de la gestion, de briques. Cette solution, ça s'appelle WebRecycle. Ce qu'on fait, c'est qu'on va euh, être capable d'emmener des caissons directement sur un chantier de construction. Durant le processus de déconstruction, l'entrepreneur en maçonnerie qui fait ça n'a pas besoin de changer ses habitudes. Il prend ses briques, il les met dans les caissons. Nous, on va les récupérer. On les amène à un centre de détention à Sorel où c'est des prisonniers en format réinsertion sociale qui nettoient la brique avec nos équipements. On a vraiment un format plus chaîne de production. Puis après ça, on est capable de ou bien ramener ces briques-là chez le client, ou bien prendre ces briques-là, puis par des partenaires comme Reco, comme Webster, à Montréal, on est capable de remettre ces briques-là usagées en circulation. Fait que peu importe ce qui se passe, si la brique est saine, on est capable de la préserver, puis de s'assurer qu'on fait pas, qu'on jette pas quelque chose qui est toujours bon. Puis, ce qui est vraiment aussi bien par WebRecycle, vu qu'on est dans un environnement plus industriel, on ne fait pas juste recycler la brique. Tout ce qui est mortier, les briques qui sont brisées, les demi-briques, c'est envoyé chez Lafarge, qui, eux, qu'on casse ça, puis le réutilisent dans leur mélange de béton.
Puis s'il y a des briques qui sont pas nécessairement capables d'être utilisées pour des façades et des murs, on va regarder pour des toitures vertes puis d'autres débouchés comme ça. Fait que vraiment, quand une brique part puis ça va chez WebRecycle, euh, peu importe son état, la situation, on va être capable de, dans un monde idéal, la réutiliser. Et sinon, on va avoir des débouchés pour, cette matière-là. Puis donc, on est sûr qu'il y a aucune gramme de cette brique-là qui va se retrouver dans un centre d'enfouissement. Juste avant de passer, puis j'ai le temps qui passe, puis tout ça, euh, moi, ce que j'aimerais donner comme exemple, puis c'est un peu ça, plus au niveau des chiffres, c'est à quoi ça ressemble Brick Recycle sur un projet. Ça peut donner une idée un peu de euh, vitesse de nettoyage de briques, puis qu'est-ce que ça veut dire en termes d'économie, autant d'argent que de GES. On a fait, ça, c'est un gros projet qu'on a fait en niveau institutionnel, où on avait un projet, on parlait d'un projet de rénovation d'école de 27 millions. Euh, Puis dans ce projet-là spécifiquement, il y avait un 3538 pieds carrés de façade à déconstruire, nettoyer puis réutiliser. On parle à peu près 23 000 briques. On parle un peu des chiffres, là, tout ce qui est important, ce que moi je trouve vraiment, 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 vraiment intéressant, c'est qu'on a réussi avec à peu près avec 3 fois moins de temps, on a été capable de nettoyer toute cette brique-là. Puis quand on prend en compte les taux horaires actuels qu'on a dans la construction, on a parlé d'un nettoyage de briques qui a coûté 25 000 au lieu de 70 000. Donc une économie d'à peu près 40, un peu plus de 40 000 pour retrouver 500 pieds de façade. Fait qu'il y a quand même, on arrive avec une solution qui, en plus d'être bonne pour le patrimoine, en plus d'être bonne au niveau de l'environnement, est aussi moins chère que les alternatives. Puis pour référence, si on avait essayé de la brique neuve, on aurait parlé d'un 41 000 puis d'un 18 tonnes supplémentaires de GS qui a été utilisé dans cette construction. Euh, En terminant, euh, qu'est-ce qu'on peut faire avec. On a besoin de vous, on a besoin un peu de tout le monde au Québec, c'est un peu ça qu'on veut faire. On a un produit, on a un procédé. Euh, Puis, vous pouvez nous contacter si vous avez besoin de louer une machine pour faire un projet un peu plus gros. On est capable de faire du nettoyage de briques pour un projet au Québec qui est de plus petite envergure à travers WebGraphic, à travers des caissons. Puis, si jamais vous avez de la brique, mais vous avez pas, puis vous voulez la donner, on est capable de venir la chercher. Vous économisez vos frais d'enfouissement, puis nous, on s'occupe après ça de lui trouver une débouchée. Euh, Ça serait ça en terminant, la présentation de briques rustiques, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous avez des questions? Excellent. Ben, je vois M. Varin là, qui a levé la main. Vas-y, François, on t'écoute. Oui, j'ai lu un digeste de la construction du Canada dans les années 80 où il y avait eu des études qui avaient été faites. C'est une question technique disant que la brique devait être remise en place dans le même sens où elle était, c'est-à-dire que la surface extérieure devait être à nouveau sur la face extérieure. Est-ce que ça tient toujours la route, ça? En fait, la réponse, ça dépend vraiment de la brique elle-même Ah, puis du projet. Nous, surtout sur des projets de grande envergure, on va aller sur les lieux puis faire des vérifications. Il y a des années où il y a des années où la brique permet de le faire, il y a des années où ça ne permet pas. Ça dépend, c'est un peu, c'est beaucoup, beaucoup du cas par cas. Puis actuellement, même, on est capable en train de développer, en partenariat avec l'Université McGill, une série de tests qu'on peut faire pour éventuellement pour même certifier la brique qu'on nettoie. d'accord. Donc, ça dépend de la nature de la brique elle-même. D'accord. Exactement. Moi, j'ai un projet où on a décidé finalement il y a des sections qu'on va utiliser d'autres côtés de la brique. C'est vraiment une question c'est vraiment au cas par cas. D'accord. Excellent. On a Daniel qui nous demande est-ce que les informations pour WebRecyc sont sur le même site web, sur celui de BrickRecyc? Ouais, et nous, ce qu'on veut, oui, exactement. Tout ce que vous avez à faire, c'est passer par le site de Brick Classique pour nous contacter. Puis nous, vraiment, là, on va être une solution clé en main, parler avec vous de votre projet, puis pouvoir vous proposer la meilleure solution possible. Est-ce que c'est de vous envoyer une machine? Est-ce que c'est un don de briques, puis c'est venir le chercher? Est-ce que c'est plus passer par WebRecyc pour faire du nettoyage en plus petit volume? Peu importe
votre projet, on va vous trouver une solution qui va être adéquate. Puis on peut aussi vous supporter à, si vous avez des questions au niveau de la réutilisation de votre brique, est-ce que c'est possible, qu'est-ce qui peut être fait? On va vraiment pouvoir vous supporter. Là. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment offrir un clé en main. Excellent. On a Et, par la suite Nathalie qui nous dit c'est quoi le principe de nettoyage? J'imagine un peu comment la machine fonctionne finalement. Elle fait quoi? Essentiellement, ce que la machine fait, c'est qu'elle enlève le mortier sur la brique. Elle va l'enlever avec, c'est vraiment, vraiment un procédé simple. On fait passer la brique entre deux lames, puis ça va vraiment venir gratter puis enlever le mortier des deux côtés. Euh, Ça fait un nettoyage qui est beaucoup plus propre qu'un nettoyage au marteau. Généralement, on va revenir à la surface de la brique elle-même. La adhérence va être meilleure qu'un nettoyage au marteau où il va rester un petit peu de mortier, puis ça va bloquer des fois les pores de la brique. Parfait. François, tu as de nouveau levé la main. On t'écoute. oui, une question d'accessibilité. Êtes-vous uniquement dans la région de Montréal ou aussi Québec et ailleurs? On est surtout dans le Grand Montréal. Dépendamment de la taille de la taille du projet, on peut aussi on peut s'arranger. Tu sais, moi, en ce moment, je travaille pour envoyer une des machines pour un mois et demi à l'île du Prince-Édouard. Ah, Fait qu'on on est là. Puis on a commencé aussi à travailler même sur le marché européen et ben, américain. On va voir comment ça va se passer le marché américain. On s'adapte au fur et à mesure. Mais on a même commencé à distribuer des machines là-bas. merci. Excellent. On a Elisabeth ensuite qui a levé la main. Oui, je voulais savoir, il y a des briques parfois qui ont des trous ronds dedans dans lesquels il y a du mortier. Est-ce que ça, la machine va enlever ça aussi? Ou des fois, il y a comme des petits profilés comme ça, des petits creux. Généralement, ce qu'on voit, c'est qu'une fois qu'on va avoir enlevé les couches de mortier des deux côtés, ce qui reste dans les trous va vraiment s'enlever. On peut l'enlever avec les doigts, là, ça va s'enlever très facilement. OK. Mais généralement, ces trous-là sont beaucoup plus là pour le séchage des briques dans le procédé de manufacturier que pour la structure, la stabilité de la structure du mur. OK, merci. Excellent. On a Nathalie qui rajoute, étant donné que ça fonctionne avec des lames, est-ce qu'on perd de la brique? Est-ce que la dimension de la brique est réduite par les lames? Euh, je- la réponse, c'est que c'est pas, c'est rien, c'est pas une diminution de la taille de la brique qui a un impact sur le mur. Là, on parle vraiment, on va venir enlever peut-être même un demi-millimètre là, de chaque côté. Fait. Monsieur Lapointe, on vous écoute. Oui, merci beaucoup. J'ai posé une question tantôt, puis par écrit, puis finalement, j'ai eu une partie de réponse. Je sens le besoin de faire un peu une synthèse avec vous. En Bien fait, sûr. vous avez mis au point un procédé de nettoyage de briques pour Oui, enlever le mortier, là, qui est souvent problématique. Puis, ce que vous faites, c'est que vous faites le travail vous-même ou vous louez des machines. Vous en avez plusieurs, visiblement, oui, que vous louez aux maçons ou aux entrepreneurs ou à la limite aux propriétaires qui voudraient faire le travail eux autres mêmes. C'est ça que vous faites, exactement. puis vous transportez, vous faites la livraison de vos machines un peu partout au Québec. Exactement. On a commencé, pour l'instant, on est beaucoup plus dans la région de Montréal. On commence en 2025 vraiment à étendre notre rayon d'action. On va travailler à ouvrir l'Ontario bientôt. On a des équipements en location. C'est sûr qu'actuellement, faire des plus petits projets, mettons dans la région de Québec ou même, moi, je parle de l'île du Prince-Édouard, Halifax, ces projets-là qu'on regarde, généralement, euh, au niveau de la location, là, ça vaut plus la peine quand on parle d'une location d'au moins un mois. Fait que c'est sûr qu'on est dans des projets qui sont plus gros qu'une simple maison. Là. On parle plus de 10 000, 20 000 briques. Là. Avec ces tailles de quantité-là nettoyées, ça vaut la peine de prendre une livraison, d'envoyer l'équipement là-bas. Il n'y a aucun problème. Parce on fait tout encore de Montréal. C'est une avenue pour vous éventuellement d'offrir la location de votre équipement dans les centres de location. Pas directement dans les centres de location. Pour l'instant, on veut quand même on veut garder les équipements de notre côté. Par contre, on est en train de travailler avec un partenariat avec une compagnie qui se spécialise dans la location d'équipements, puis qui sont à travers le Québec. Puis si ça fonctionne,
Ça va rendre ça beaucoup plus facile pour nous de faire de la location à plus grande échelle au Québec. OK. Je ne veux pas étirer, mais en fait, si je comprends, vous fournissez aussi des caissons dans lesquels on mettrait nos briques, nos vieilles briques, puis vous venez chercher ça. Donc, vous faites ça aussi à la grandeur du Québec. Ça, c'est encore une fois toujours une question de taille. OK. Si c'est un petit projet, on n'enverra pas un caisson à Québec. Euh, et dépendamment de la taille du projet, on peut les évaluer au cas par cas. Puis, si ça vaut, si les coûts font du sens, on peut organiser quelque chose. OK. Êtes-vous en mesure de nous donner une idée d'un prix unitaire pour nettoyer une brique? C'est-tu pensable de vous demander ça? Ce serait, mais supposons dans un contexte de WebRecycle, là, si on veut, là, supposons que vous dites, ben moi, j'aimerais ça qu'on vienne clé en main nettoyer mes briques. Euh, dans la, je vais pas m'avancer là-dessus encore. Je vais pas m'avancer là-dessus. Je connais les chiffres, j'ai parlé avec les gars de WebRecycle, mais ça fait 6 semaines que je suis dans le projet. Fait que je veux pas, ça peut OK. vraiment varier. Là, on peut parler de 1,75 à 3 la brique. Ça peut varier en fonction même du type de brique, du type de mortier qui a été utilisé, des distances à parcourir. Vraiment, vraiment, ce qu'on veut faire, c'est regarder le projet puis faire après ça une soumission. OK. Fait que ce soit un mortier de chaux ou un mortier de ciment, il n'y a pas de défi pour vous là, à enlever, à nettoyer la brique. Non, exactement. Puis même, on va pouvoir nettoyer des mortiers qui se nettoient très, très, très difficilement à la main. C'est juste, ça va vraiment être une question de vitesse. Plus le mortier est dur, euh, plus la brique doit passer lentement à travers les lames de la machine. Ah, merci. Parfait. On a Nathalie qui nous écrit, est-ce que les procédés s'appliquent à toutes les briques? Par exemple, les briques de 1900, donc d'une époque à une autre, la façon de les faire, les matériaux, ça a changé. Est-ce que ça a un impact? En Amérique du Nord, avec les dimensions qu'ont la machine, les dimensions possibles les dimensions donc, que la machine accepte, on peut faire toutes les briques. Là, c'est sûr que là, on a la question de nos fameuses briques foraines qui sont beaucoup plus grosses, qu'on va probablement devoir, si on avance avec ce projet-là, probablement devoir faire des modifications à la machine spécifiquement pour ce projet-là. Mais généralement, pour ce qui est de l'Amérique du Nord, vraiment, la machine est capable d'accepter toutes les dimensions. Parfait. De mon côté, on ne l'a pas dit encore, on a demandé un peu avec WebRecycle, ça revient à combien Mhm. chaque brique. La machine brique recycle, ça coûte combien la louer? Là, on est une location actuellement à la semaine, incluant tout l'équipement dépoussiéreur puis tout ça, autour de 2500 puis 6500 au mois. Quand on parlait ça devient vraiment intéressant quand on a des volumes de briques qui sont, moi je dirais, en 500, 600, 1000 pieds carrés là, de briques. En bas de ça, passer par WebRecycle, il est vraiment mieux d'y aller à la brique. Parfait. Monsieur Lapointe, je vois que votre main est encore levée. Est-ce que c'était une autre question ou non, c'est bon. OK. Moi, j'aurais Euh, juste une petite chose à te demander. oui, Ce que je comprends, c'est que la machine enlève une partie de la dimension de la brique dans deux directions, là, hein? Oui, mais on parle vraiment, c'est vraiment, vraiment, vraiment minime, là. Il y a vraiment OK. très, très, très peu. Donc, vous décollez pas le mortier, vous coupez dans la brique. On coupe dans le mortier, mais on va frotter la brique. Ah, d'accord, OK. Ça fait vraiment un beau nettoyage. Puis la distance, c'est imperceptible, la différence. Vraiment. excellent. Ben, c'est un peu comme sur un banti finalement. Il faut calculer sa ligne en fonction de l'épaisseur de la lame parce qu'on va passer à côté. Donc, excellent. Euh, pour l'instant, je vois pas d'autres mains levées ni de questions dans le chat. Alors, il y a quelque chose qui vient d'arriver. On nous dit Oui, sur la la tête de tête la de brique. brique, comment nettoyez-vous? Oui, l'équipement, dans le fond, c'est un procédé en 2 étapes. On a une meule on a une meule on a une meule qui est fixée à la machine, qui est installée, qui permet vraiment d'aller enlever le mortier sur la tête de brique. Une fois qu'on a nettoyé les têtes, on va la mettre au centre de la machine, ça va la faire passer. Puis après ça, la brique va être nettoyée sur les côtés. Parfait. Alors, voilà, de ce que je vois, on a répondu aux questions qui sont ici. Donc, c'est ce qui semble mettre fin à notre conférence d'aujourd'hui, notre rendez-vous d'aujourd'hui. Xavier, merci beaucoup.
de tes explications. On aime beaucoup les nouvelles innovations, même si on est des passionnés de patrimoine. J'espère qu'on va pouvoir collaborer dans le futur. Euh, tous les participants d'aujourd'hui, ben, merci beaucoup d'avoir été là. Malgré qu'il faisait beau dehors, vous êtes venus nous rejoindre, c'est gentil. Et donc, pour ceux qui ne sont pas encore membres de la PMAC, allez voir, ça vaut vraiment la peine. On ajoute toujours des nouveaux avantages à nos adhésions, à notre programmation aussi, là, qui est toujours améliorée. Puis surtout, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions pour nous ou pour les conférenciers d'aujourd'hui. Ça va nous faire plaisir de faire passer l'information. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Au revoir. Au revoir.